Bienvenue à ceux qui nous rejoignent juste à temps pour notre droite suite, direction les États-Unis où une épidémie silencieuse frappe les joueurs de football américain. Ces gladiateurs des temps modernes encaissent sur le terrain des chocs à répétition, dévastateurs pour le cerveau. Un coup reçu à la tête peut atteindre la puissance d'une voiture qui s'élance à 50 km/h dans un mur de briques. La Ligue, longtemps dans le déni, est aujourd'hui au pied du mur. Anthony Orliange, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à Cap Presse et vous avez suivi pour nous ce dossier. Oui, en 2013, Daphné, l'Effet Papillon diffusait un reportage sur un phénomène très inquiétant. De nombreux joueurs ou anciens joueurs de football américain souffrent de troubles du comportement, de problèmes psychomoteurs majeurs et de dépressions graves qui les conduisent parfois jusqu'au suicide. En cause, les très nombreux chocs reçus à la tête au cours de leur carrière. Alors voyons cela précisément dans Lésion fatale épisode 1. C'est notre droit de suite donc, il est signé Claire Wimbert et Philippe Levasseur. Des chocs terribles et même des chaos lors des matchs. Ce spectacle, digne des gladiateurs, fait du football américain le sport roi des États-Unis. 106 millions de téléspectateurs regardent la finale du Super Bowl. Chiffre d'affaires l'année dernière, plus de 5 milliards d'euros. Un monde d'argent et de paillettes bouleversé par les morts mystérieuses de 15 footballeurs en 5 ans. Rongé par le chagrin depuis la mort d'Owen, sa mère cherche des explications. Les joueurs latéraux reçoivent environ 1 millier de coups à la tête par saison. Et Owen jouait à la fois en attaque, puis en défense. Ça veut dire qu'il recevait 2000 coups à la tête. Owen habitait avec ses parents dans ce pavillon en banlieue de Philadelphie. Salut! Salut Pfeiffer! Comment ça va? Catherine et son mari vivent toujours dans le souvenir de leur fils. Sous les trophées d'Owen, les matchs de football passent en boucle. Bon élève, fils modèle, il était la coqueluche de son équipe et venait d'en être nommé capitaine. Regardez ici, il était fier de ses longs cheveux roux. À la fin du match, il aimait enlever son casque et secouer sa longue chevelure, comme un viking. Le jeune homme n'a pas laissé de mots d'explication avant son suicide. Il s'est pendu dans l'appartement qu'il partageait avec un autre joueur. Un samedi, il m'a laissé un message parce que c'était mon anniversaire. C'était un message très joyeux. Et le jour suivant, il se tuait. Nous n'avons pas eu le temps de venir à son secours. Ça a été une plongée très rapide. Pour comprendre ce qui a pu se passer, Catherine a décidé de faire appel à un laboratoire spécialisé et de faire autopsier le cerveau de son fils. Direction Boston, au Centre pour l'étude des traumatismes crâniens. Christopher Nowinski et Robert Stern mènent une enquête nationale sur cette question. À chaque mort inexpliquée, ils contactent les familles et demandent à examiner le cerveau des athlètes. Avec sa carrure à la Terminator, Christopher Nowinski n'a pas toujours porté le costume cravate. Avant d'être chercheur, il a été footballeur et catcheur. Ça, c'était ma photo officielle. Je jouais le méchant. Je regardais comme ça. Je le fais plus maintenant. Durant sa carrière sportive, il se souvient avoir subi au moins 6 KO. C'était le trou noir. Je voyais des étoiles et j'y retournais. Christopher a longtemps souffert de dépression et de perte de mémoire. Il a vu tellement d'autres sportifs sombrer qu'il a décidé de faire équipe avec le Dr Stern pour, dit-il, éveiller les consciences. Les deux hommes ont travaillé 5 mois sur le cerveau d'Owen Thomas pour le résultat qu'ils redoutaient. Ces petites taches marron ne devraient pas être là. Le cerveau d'un jeune homme de 21 ans devrait être immaculé. C'est la première fois que nous voyons cette maladie se déclarer dans le cerveau de quelqu'un de si jeune. Conclusion du Dr Stern, les petits chocs reçus à l'entraînement sont aussi dangereux qu'une série de KO. Et pourtant, dès le plus jeune âge, les éducateurs apprennent aux enfants à se prendre des coups. Après une longue carrière professionnelle et des dizaines de milliers d'impacts, les résultats peuvent être catastrophiques. À San Francisco, ce neurologue autopsie depuis 4 ans les cerveaux des joueurs décédés. Il a commencé en 2006 avec celui d'un joueur expérimenté mort à 44 ans, le cerveau rongé par la maladie.
André Waters s'est suicidé. Il a pris un calibre 22, il l'a mis dans sa bouche et a tiré. J'ai examiné son cerveau. Vous pouvez voir ici une accumulation anormale d'une protéine que l'on appelle tau. Ce sont ces taches marron. Elles peuvent tuer les cellules du cerveau. Ces taches sont caractéristiques d'une maladie cérébrale rare qui entraîne de graves troubles du comportement. 100% des joueurs de football sur lesquels j'ai diagnostiqué la maladie, je répète, 100% ont eu des comportements suicidaires. C'est-à-dire qu'ils ont tenté de se donner la mort 1, 2 ou 3 fois, et parfois même, ils se sont vraiment suicidés. Les médecins établissent déjà le lien entre la violence du sport et cette maladie du cerveau, mais dans le milieu du football, ces recherches ne sont pas encore les bienvenues. Retour au stade de Philadelphie pour la fin du match. Il reste 10 minutes à jouer lorsque ce joueur se prend un KO. Le médecin diagnostiquera une commotion cérébrale. Le coup de tête reçu n'était pas autorisé, mais l'arbitre ne l'a pas sanctionné. Lors de la conférence de presse d'après-match, aucun des journalistes présents n'évoque les problèmes de santé liés à la violence. Et quand nous posons la question, les entraîneurs sont sur la défensive. Face à ces accidents, je voudrais connaître votre réaction et savoir si vous ne craignez pas de retourner jouer sur le terrain. Je dois dire que ça m'a un peu surpris. Mais non, je ne pense pas que ça va modifier notre façon de jouer ou de nous entraîner. Non, ça ne va rien changer. Sous la pression des médecins, la Ligue de football a commandé une étude sur la santé des anciens joueurs. Les conclusions viennent d'être publiées. Ils souffrent 20 fois plus de maladies mentales que le reste de la population. Alors, vous l'aurez compris, il est quasiment impossible de conserver un cerveau sain en jouant au football américain, a fortiori en Ligue Pro. Alors, que fait la Ligue, justement, qui génère aujourd'hui près de 11 milliards de chiffre d'affaires par an pour les victimes et pour limiter les risques, Anthony ? Eh bien, ce qui a changé, Daphné, c'est qu'après des années de déni, la Ligue de football professionnel a fini par reconnaître les liens entre la pratique de ce sport, les traumatismes crâniens et les maladies neurodégénératives qu'elle provoque chez de très nombreux joueurs. Ce qui n'a pas changé, en revanche, c'est la lenteur avec laquelle la Ligue indemnise les victimes et la mauvaise humeur de Donald Trump qui déteste qu'on touche à son sport favori. En effet, ça n'aide pas. Lésion fatale, le retour, c'est signé Flora Despont. La semaine dernière, j'ai regardé un match. Il y avait ces deux joueurs et ce tacle sublime. Et là, 14 mètres de pénalité pour violence. L'arbitre apparaît sur les télés, ça fait plaisir à sa femme peut-être, mais ça gâche le match. Ok, président ou pas, quel être humain peut bien souhaiter plus de lésions cérébrales ? Il n'y a guère plus que le président des États-Unis pour se voiler la face. La NFL, Ligue nationale de football, est en passe de perdre la partie face aux nouvelles révélations scientifiques. Depuis 7 ans, plus de 300 joueurs sont passés sous le scanner du docteur Conidi et de son collègue radiologue. Là, on examine la radio d'un joueur de 30 ans, retraité de la Ligue nationale. On observe clairement des blessures sur son cerveau. Il y a des dégâts. Les deux médecins viennent de recevoir du renfort. Les recherches publiées cet été par les chercheurs neurologues de l'Université de Boston. La preuve d'un lien entre la pratique du foot américain et des maladies neurodégénératives responsables de comportements suicidaires et violents. C'est la dernière étude pratiquée sur 111 joueurs de la NFL. Tous, à l'exception d'un joueur, souffrent de traumatisme. Ça, c'est un cerveau normal. Sur le cerveau malade, on peut voir la largeur des trous, car la matière cérébrale a totalement disparu. La NFL a bien tenté de mettre en doute l'échantillon retenu dans l'étude, mais le cœur n'y est plus. Depuis mars 2016, la Ligue de football a officiellement reconnu le lien entre les chocs reçus et les dégâts à long terme provoqués sur les cerveaux des joueurs. Dès lors, le combat s'est déplacé en coulisses. Une affaire de gros sous et d'avocats. À West Palm Beach, la station balnéaire appréciée des retraités du foot US, Patrick Teague représente 90 joueurs en procès depuis 3 ans contre la Ligue. Mes clients ont porté plainte parce qu'ils sont atteints de lésions. Ils souffrent de démence, d'Alzheimer, de Parkinson ou de la maladie de Charcot. C'est toujours la même histoire avec ces joueurs.
C'étaient des hommes merveilleux, des pères merveilleux, des maris merveilleux. Et un beau jour, ils sont devenus violents, méchants et associables. Au niveau national, plus de 800 plaintes ont été retenues. Pour étouffer le scandale, la NFL a signé un accord, $1 milliard au total, en l'échange de l'arrêt des poursuites. Mais la Ligue traîne pour verser les fonds et demande systématiquement des contre-expertises médicales. Du coup, en 3 ans, un seul joueur a été indemnisé. La situation est très frustrante, car ce sont des êtres humains qui sont en souffrance et qui ont besoin de cet argent. Si elle est validée par la justice américaine, l'étude de l'Université de Boston pourrait permettre d'accélérer la procédure. Entre-temps, la Ligue tente de redorer son blason. L'an dernier, elle a investi $100 millions pour améliorer la sécurité des joueurs dès l'école de foot. Ok, on attaque avec les mains, on utilise ses mains. On garde la tête hors du jeu. Au lycée de Columbus à Miami, le coach Chris Merritt est chargé de prêcher la bonne parole. Payé par la NFL, il forme élèves et instructeurs aux nouvelles techniques de contact. Tête haute, Luc. Là, vous avez la ligne de défense qui s'entraîne. On veut qu'ils utilisent leurs mains et pas leur tête pour entrer en contact. C'est une nouvelle règle ? Non, c'est la nouvelle méthode d'enseignement. On essaie de devenir des coachs plus intelligents. De nouvelles méthodes pour préserver les futures générations et surtout tenter de garantir un avenir à ce sport au-delà des procédures en cours. Avant, on était naïfs et ignorants. On n'était pas négligents, mais on ne connaissait pas les risques. Quand je jouais au foot et que je frappais violemment l'adversaire avec ma tête, ça faisait partie du jeu. On ne connaissait pas les dangers inhérents. Maintenant qu'on sait, les techniques pour enseigner le football aux gamins ont changé. Malgré la prévention et les nouvelles techniques de contact, dans le comté de Miami, 600 lycéens ont souffert de traumatismes crâniens en à peine 3 ans. Sinon, faites plutôt du golf comme Donald Trump. Et là, il n'y aura pas de quoi se faire mal au cerveau.